Au sommaire de cette édition, les observateurs de l'Union européenne n'ont pas été invités à superviser les élections cruciales prévues en République démocratique du Congo le 23 décembre prochain. Au Kenya, 3 employés chinois de la société de gestion de la ligne ferroviaire Nairobi-Mombasa ont été inculpés ce lundi pour corruption devant le tribunal de Mombasa. Et puis au Nigeria, les habitants se sont regroupés lors d'une prière funèbre pour 4 agriculteurs tués lors d'une attaque de Boko Haram dans le nord-est du pays. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les observateurs de l'Union européenne n'ont pas été invités à superviser les élections cruciales prévues en République démocratique du Congo le 23 décembre prochain, et ce, à la différence de leurs collègues de l'Union africaine. Il n'y aura pas d'invitation pour des observateurs de l'Union européenne et ceux de la Fondation Carter pour les élections du 23 décembre prochain. La CENI a invité des observateurs de l'Union africaine, de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe SADC, de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. C'est ce qu'a déclaré un responsable de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon ce responsable, la Fondation Carter a un problème avec le ministère congolais des Affaires étrangères. Son rapport sur les élections de 2011 a failli provoquer la guerre dans le pays. Ils avaient fait preuve d'un manque évident de professionnalisme, a encore expliqué la source. L'Union européenne a sanctionné une quinzaine de personnalités congolaises par gel des avoirs et des visas pour atteinte aux droits de l'homme après la fin du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila, fin 2016, et le report des élections. Parmi ces personnalités figure le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle, l'ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari. Les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales sont prévues le 23 décembre. 21 candidats à la présidentielle ont été retenus par la commission électorale pour concourir à la succession du président Kabila au pouvoir depuis 18 ans. Une partie de l'opposition dénonce toujours le recours aux machines à voter et le fichier électoral. Selon un précédent rapport de l'Organisation internationale de la francophonie, ce fichier a répertorié 40 millions d'électeurs, dont 7 millions sans empreinte digitale. Le principal dirigeant d'opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, interrogé par une commission d'enquête, nie toute implication dans les violences post-électorales du 1er août dernier, après l'annonce de la victoire d'Emmerson Mnangagwa à la présidentielle. 6 personnes avaient été tuées et plusieurs blessées dans des affrontements avant la proclamation de l'élection contestée d'Emmerson Mnangagwa dès le premier tour, avec 50,8% des suffrages contre 44,3% pour Chamisa. L'armée avait notamment ouvert le feu sur des manifestants. Nelson Chamisa a rappelé que son parti avait souvent été dans le passé victime de la violence d'État. Suivons un extrait de ses propos. Aussi mauvaise qu'apparaît la situation où nous avons perdu des vies innocentes, nous devons également comprendre que cela a mis en évidence le problème fondamental que notre nation est brisée, que notre politique est corrompue, que la violence est au centre de notre politique. Nous n'avons pas d'armes. La seule arme en notre possession est la Constitution. La Constitution est notre arme. C'est pourquoi nous allons toujours dans les instances constitutionnelles pour essayer, accommoder et traiter nos problèmes. Mes mains sont propres. Ma conscience est claire. Mes résolutions sont indéfectibles. Mon cœur est pur. Ces mains que vous voyez n'ont jamais versé de sang. Je le disais en titre, au Kenya, 3 employés chinois de China Road and Bridge Corporation ont comparu devant la justice à Mombasa pour corruption. Ils sont impliqués dans une arnaque présumée à la billetterie liée à un projet de chemin de fer et sont accusés d'avoir soudoyé les enquêteurs chargés de cette affaire. Li Gang, Li Xiaowu et Sul Sin sont les cadres de la China Road and Bridge Corporation, la compagnie qui a construit et opère la ligne ferroviaire Nairobi-Mombasa
inauguré en grande pompe par le président Uhuru Kenyatta en juin 2017. Accusés d'avoir proposé des pots de vin à des policiers en charge d'une enquête visant leur entreprise, ils ont été inculpés ce lundi. Selon l'accusation, les 3 hommes auraient offert un total de 900 000 shillings kenyans, soit 6 800 € à des policiers de la direction des affaires criminelles pour qu'ils ferment les yeux sur des malversations présumées. Les 3 suspects qui nient les faits ont été maintenus en détention provisoire en attendant que le magistrat se prononce vendredi prochain sur leur demande de remise en liberté sous caution. Les 3 ressortissants chinois avaient été arrêtés vendredi dernier par la commission anticorruption kenyane. Le Kenya et la Chine entretiennent globalement de bonnes relations diplomatiques. La Chine a ainsi financé 90% des 2,8 milliards d'euros pour la construction de la ligne Mombasa-Nairobi. Mais plusieurs incidents sont venus cette année entamer ces bonnes relations. En Somalie, l'explosion d'une voiture piégée dans un marché très animé à Mogadiscio a causé la mort de 7 civils et 5 blessés. L'explosion s'est produite après que les forces de sécurité aient arrêté un véhicule suspect au marché situé dans le sud de la ville. Des précisions à travers ces images. Au moins 7 personnes ont été tuées et 5 blessées lundi dans l'explosion d'une voiture piégée sur un marché très animé de Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Selon la police, les forces de sécurité ont intercepté un véhicule suspect à l'entrée du marché Kaogodé dans le sud de Mogadiscio et forcé le chauffeur à descendre quelques minutes avant qu'il n'explose. Le chauffeur suspect qui était interrogé quand le véhicule a explosé est toujours aux mains de la police. L'attaque n'a pas été immédiatement revendiquée, mais les militants islamistes Shebab font régulièrement exploser des véhicules piégés à l'entrée d'hôtels ou de bâtiments publics de Mogadiscio. En 2017, ce même marché de Kaogodé avait déjà été la cible d'un autre attentat à la voiture piégée qui avait fait au moins 39 morts. Les Shebab ont par contre revendiqué une attaque lundi à l'aube contre un lieu de culte de Galkayo, dans laquelle au moins 15 personnes, dont le chef d'une secte soufie locale, ont été tuées et 10 blessés. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Shebab affiliés à Al-Qaïda ont ensuite perdu l'essentiel de leur bâtiment. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Allons à présent au Nigeria, plus précisément à Maiduguri, où les habitants se sont regroupés lors d'une prière funèbre pour 4 agriculteurs tués lors d'une attaque de Boko Haram dans le nord-est du pays. Des dizaines d'islamistes armés ont attaqué un groupe d'agriculteurs qui travaillaient dans leurs champs près de Jidari Polo. Des combattants du groupe djihadiste Boko Haram ont tué près de Maiduguri 4 agriculteurs qui travaillaient dans leurs champs près de Jidari Polo. À Maiduguri, les habitants se sont regroupés lors d'une prière funèbre pour les 4 agriculteurs tués. Quelques minutes après avoir garé mon vélo, 15 d'entre eux m'ont encerclé. Certains ont dit qu'ils devraient me massacrer, tandis que d'autres ont suggéré de me tirer dessus. Puis, ils m'ont demandé où j'habite, si j'étais du village, et ils m'ont dit que si je leur mentais, ils me tueraient. Ils ont changé d'avis, ils ne me tueraient pas, mais m'enverraient plutôt comme messager pour informer les gens du massacre et aussi pour avertir les soldats de la région qu'ils devaient se préparer. L'autre m'a dit de ne pas courir. Ils allaient juste me demander quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que vous vouliez demander? Puis j'ai dit à ma femme de fuir pour sauver sa vie. Puis j'ai commencé à courir. Ils avaient pris mon vélo, mais il a couru après moi. Puis j'ai entendu l'autre crier qu'il devait me quitter et revenir pour ceux qui étaient déjà dans ses mains. Boko Haram a intensifié ses attaques contre les agriculteurs et les bûcherons qu'il accuse de relayer à l'armée des informations sur les mouvements des djihadistes. L'armée nigériane subit également des pertes de plus en plus importantes face aux djihadistes qui multiplient ces derniers mois
les attaques de bases militaires dans le nord du Nigeria. On aborde cette fois-ci la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse Afrique. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Sika TV. Le point de l'actualité du jour nous emmènera en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun, puis au Togo. Et parlant justement du Togo, le journal L'Éveil de la Nation informe ses lecteurs que les marches de la C14 sont en cours de téléchargement et se demande si le gouvernement laissera le déluge s'abattre sur le Togo. On reste avec le journal L'Éveil de la Nation qui informe également que la CENI et la Cour constitutionnelle peaufinent les derniers détails des législatives du 20 décembre. Parlant toujours des législatives du 20 décembre, le quotidien TM Togo Matin informe ses lecteurs que le positionnement des candidats sur les bulletins de vote est désormais connu. Autre gros titre paru en première page de TM Togo Matin, à l'approche des élections et des fêtes de fin d'année, la C14 veut entretenir un climat de violence et paralyser les affaires. Puis réforme constitutionnelle, élections fort convoquées nuitamment à Accra. Le régime sous pression des chefs d'État de la CEDEAO peut-on lire à la une du quotidien Liberté ce mardi. Autre destination de cette revue de presse Afrique, le Cameroun, où 30 gestionnaires des services du contrôle supérieur de l'État sont convoqués, nous apprend le quotidien Les Mutations. Une lecture du journal Cameroun Tribune nous apprend que Yaoundé abrite depuis hier la 8e édition de la conférence internationale des archives. À ce sujet, valorisation des archives, Yaoundé donne le ton, écrit le journal Cameroun Tribune en première page. Puis le journal Le Jour s'interroge sur l'impact du budget 2019 sur la vie des Camerounais. Ainsi, loi de finances, la vie plus chère en 2019, s'interroge le quotidien Le Jour en première page. Au Burkina Faso, le quotidien Citoyen nous fait le compte rendu de la rencontre entre l'État et le secteur privé. Procès du putsch manqué, le général Diendéré confie avoir assumé une situation. Des déclarations à lire également à la une du journal Citoyen. Dernière escale du jour, la Côte d'Ivoire, où le Premier ministre se réjouit de la bonne gouvernance et des réformes économiques via le journal Fraternité Matin. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 27 novembre 2018 sur Sika TV. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles informations sur le continent africain. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette revue de presse Afrique que prend fin cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.